Bonjour, j'ai invité cette semaine Vincent Peillon pour son livre Éloge du politique, édité aux éditions du Seuil, et Éric Walter, qui est le secrétaire général de l'ADOPI. Vincent Peillon, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Merci d'être là. Je suis très heureux d'y être. Vous publiez donc aux éditions du Seuil Éloge du politique. Alors on le sait, vous êtes philosophe, vous êtes aussi eurodéputé socialiste, personnalité importante du Parti socialiste. On va essayer de faire le lien entre votre réflexion philosophico-politique, et puis la vie active, la vie ordinaire d'un eurodéputé, d'un militant socialiste. Votre point de départ, qui est dans le titre, Éloge du politique, que vous opposez à la politique. Pourquoi ? Parce que je crois que, bon, c'est une opposition qui est assez ancienne et qui est simple. C'est de se dire la politique, c'est une activité professionnelle qui concerne la conquête, l'exercice du pouvoir, une sphère de la représentation, qui inclut d'ailleurs les médias, que les gens voient bien, et d'ailleurs à l'égard desquels ils ont plutôt des jugements négatifs aujourd'hui. Le politique nous appartient à tous en tant que citoyens, et c'est une réflexion préalable sur qu'est-ce qui fait qu'on va faire cité ensemble, qu'on va vivre ensemble, c'est quoi la justice, c'est quoi le bien commun. Et ce politique-là institue la société de façon différente. C'est pas un exercice professionnel, c'est une réflexion. C'est même pas une procédure comme dans la démocratie. C'est à la fois une éthique, des mœurs, un certain nombre, un complexe à la fois religieux, humain, qui permet d'organiser la société autour de fins. Et qui, je crois, depuis la Grèce ancienne, s'est structurée de façon très particulière en Occident, mais a permis la démocratie, à la fois Grèce ancienne et puis Renaissance, siècle des Lumières, instauration de la République, par un lien entre la raison, une certaine forme de raison, une raison critique, une raison qui n'est pas la raison scientifique, une raison dialectique, comme disait Sartre, et puis la cité, l'organisation des pouvoirs. Alors, c'est au fond une réflexion sur la démocratie donc, que vous offrez à travers cela. C'est une démarche d'abord très placée sous le patronage de Merleau-Ponty, que vous explorez et dont vous montrez bien le caractère, pour l'époque, très novateur. On va y venir parce qu'il est au carrefour d'un socialisme qui voudrait être le socialisme des temps futurs et puis du libéralisme. Donc on va revenir sur cette articulation ou contradiction. Mais ce qui m'a frappé, c'est une tonalité globalement quand même négative au départ. Et au départ, il y a l'idée qu'au fond, l'optimisme démocratique, qui était au fond celui de nos sociétés, qui était le nôtre, est un petit peu épuisé. Et qu'on ne peut plus raisonner comme cela, comme si nous étions, à travers les conquêtes démocratiques, simplement garantis d'une certaine forme de vie en société, garantis d'un certain nombre de valeurs. Oui, je crois fondamentalement que ce qui a permis précisément ce que vous appelez, auquel je suis très attaché, le progrès démocratique, les libertés démocratiques, et nous sommes une génération, vous comme moi, qui avons assisté à d'incroyables, et qui assistons encore à d'incroyables progrès démocratiques. Je ne suis pas un décliniste, tout au contraire. Je crois à une mondialisation qui n'est pas que la version négative qu'on nous montre. On voit des progrès de liberté et de niveau de vie. Mais précisément, toutes les conquêtes démocratiques se sont faites à partir d'une institution, d'un lien entre raison et cité très particulier. Quand ce lien n'a pas lieu, on peut aussi avoir, y compris au sein du progrès, l'expérience nazie, l'expérience fasciste, l'expérience stalinienne. Il ne faut pas croire que parce qu'on a la raison, les sciences, bon, c'est l'expérience du XXe siècle en Europe. Bon. Et donc, on a forgé, et bon, je fais un très court passage dans l'introduction sur qu'est-ce que les ténèbres, une conception, dans le fond, à la fois, et on voit, de la religion, de l'homme et du politique qui permet ces progrès démocratiques. C'est quand même une conception d'un Dieu qui, dans le fond, n'a pas tout bien fait et n'est pas omniscient, sinon il n'y aurait pas eu Auschwitz, et donc d'un Dieu qui nous demande à nous d'assumer notre propre responsabilité d'homme, parce qu'il a une forme d'impuissance, comme d'ailleurs dans les vieilles traditions kabbalistiques juives, c'est la conception d'un homme qui peut être inhumain. Absolument. Il faut toujours se le souvenir. Vous dites un Dieu impuissant plus un homme inhumain égale les temps modernes. Et donc égale les temps modernes, mais surtout une politique rationnelle et fragile, inquiète,
interrogative, et qui reprend tout ça dans à la fois une théologie politique, mais une pratique politique, qui a été, je crois, assez bien comprise par un certain nombre de politiques, mais comme de penseurs, ou comme d'hommes et de femmes de citoyens vivant dans l'espace public. C'est formalisé autant dans les philosophies républicaines que dans des théories qui sont, alors vous évoquez socialisme ou libéralisme, un socialisme à la Mendès France ou un libéralisme à la Raymond Aron. On va y revenir, oui. Voilà. On va revenir là-dessus parce que... Savez cela, voilà. Et ma crainte, c'est qu'on l'ait peut-être un petit peu oublié. Parce que ce qui m'intéresse, c'est ensuite comment relier cela à la panne un petit peu de la pensée social-démocrate. Mais pour revenir d'un mot à Merleau-Ponty, évidemment, on comprend dans le temps où il écrit à la fois la critique forcément du stalinisme, le carcan qu'il voudrait écarter du gaulo-communisme, qui sont deux ennemis au fond du libéralisme classique, comme les socialistes peuvent entendre le libéralisme. Mais en même temps, comment se situer aujourd'hui? Parce que par rapport à ces deux chemins qui sont tracés, où il indique très clairement qu'il doit y avoir une combinaison au fond du socialisme et du libéralisme. Alors si on dit social-libéralisme aujourd'hui, on dit horreur, malheur, que ce type n'est pas de gauche. Et quand quelqu'un comme Bertrand Delanoë, pour revenir à des choses beaucoup plus concrètes, à la veille d'un congrès ou quelques mois avant le congrès, dit « je suis libéral », au sens des libertés, c'est-à-dire au sens des libertés qui ont permis, au fond, la doctrine socialiste aussi de s'élaborer, il perd son congrès. Donc voilà, comment faire le lien entre votre réflexion et ensuite un point d'application dans des partis qui me semblent avoir perdu un petit peu ce fil-là. Parce qu'en réalité, le socialisme libéral, on peut l'entendre comme ça, hein, Jaurès avait employé ce terme, ou Renouvier, français, c'est le socialisme républicain. Et ce que l'on a perdu, alors vous savez, par exemple, quand Jaurès dit le socialisme est un individualisme, ça surprend les gens, oui. Ou qu'il dit même c'est un spiritualisme. Bon, donc c'est l'inverse d'un socialisme marxiste. Ce socialisme a été élaboré en France sur la matrice libérale de la Révolution française à partir de 1830. Je crois d'ailleurs que l'article le plus important, c'est celui de Pierre Leroux qui dit plus de libéralisme impuissant. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement des libéraux. Nous sommes des gens qui pensons que le libéralisme tout seul est insuffisant. Liberté suppose égalité. Et c'est peut-être les difficultés que mon ami Bertrand s'est créées, c'est de ne pas faire l'ensemble du raisonnement et à un moment de déporter un petit peu. Donc, liberté, égalité et aussi fraternité, c'est-à-dire une certaine conception du lien social qui est, et y compris de la nature humaine, qui est assez précise. Bon. Donc, en réalité, ce qui ne va pas, et qui est un divorce profond dans la gauche française et qui, à mon avis, va jusqu'à expliquer qu'elle n'a jamais fait autre chose que des expériences, qu'elle ne gouverne pas dans la durée, contrairement à d'autres pays, que ce soit évidemment les pays nordiques, l'Angleterre, etc. C'est qu'elle est privée de sa propre histoire par la soumission qui a été la sienne à la doctrine marxiste, y compris au sein de la SFIO, et du parti d'Épinay de François Mitterrand. Ce qui a toujours fait, et qui est encore un enjeu pour les élections qui viennent, un divorce entre des discours de très tôt néo-marxisme, les nationalisations de 81, etc., ou le SMIC à 1500 € récemment, et des pratiques qui sont très opportunistes, et que nous reproche y compris la gauche réformiste. Bon. Ça vient d'une schizophrénie, d'une certaine façon, qui s'est passée par la réunification des mouvements en 1905. Et vous savez que toute notre histoire précédente, de 1830 à 1905, formidablement élaborée, c'est les doctrines sociales, c'est les doctrines politiques, ont été totalement oubliées. Il y a une manipulation historique, et je pense que la France, pas seulement la gauche, est un pays blessé comme un individu qui aurait perdu un élément de sa mémoire, parce qu'elle méconnaît sa propre tradition républicaine et socialiste. Et donc cette redécouverte... Tout l'espace à un moment était occupé par le marxisme. Considérablement. Et donc peut-être faut-il revenir aujourd'hui justement aux sources de ces pensées socialistes du tournant du 19e au 20e siècle. C'est un travail d'ailleurs, vous savez, c'est toujours intéressant parce que l'histoire, on l'a fait en vue du présent et même en vue de l'avenir. Nietzsche disait, c'est prophétie de l'avenir. L'historien est toujours prophète finalement. Et on cherche à s'accoucher dans son temps, mais son temps c'est celui qui vient. Moi j'ai constaté, plus jeune encore que ma génération de chercheurs, et nous les avons regroupés dans une maison d'édition qui s'appelle Le Bord de l'eau, autour d'une bibliothèque républicaine. Les jeunes chercheurs en histoire, en philosophie, en sociologie redécouvrent aujourd'hui cette tradition de Saint-Simon à Louis Blanc. Je prends juste un exemple. Louis Blanc, qui est tellement important dans cette maison ici au Sénat, puisque c'était la commission des travailleurs du Luxembourg, tellement importante en 1948, qu'il présidait. Toute l'histoire française fait comme si ce type était étatiste et avait voulu nationaliser, c'est les ateliers nationaux. Oui. C'était exactement le contraire, c'est ses ennemis qui ont fait ça, et lui était dans une logique, il parlait d'ailleurs d'État régulateur, il était dans une logique de mutuelle et d'association, donc il y a une histoire française qu'il va falloir remettre
sur ses pieds pour pouvoir ne pas être bloqué, comme nous le sommes depuis des années, et aller de l'avant. Et puisque vous allez à la question qui vous intéresse, là, socialisme et libéralisme, qui sont évidemment, c'était l'idée de Mendès France, c'était l'idée de Merleau-Ponty, qui doivent se conjuguer, c'est une évidence. Un libéralisme accompli, c'est pas le renard dans le poulailler. Inversement, le socialisme, c'est pas le caporalisme, l'État, l'uniforme et tout le monde. Jamais, ça n'a jamais été ça dans l'esprit des uns comme des autres. Et donc, ils doivent se féconder. On n'y arrive pas depuis longtemps. Il faut le faire. Et c'est vrai que là, c'est intéressant, les textes événementiels, journalistiques de Merleau-Ponty. Parce que, dans le fond, le combat contre les communistes et le combat contre De Gaulle, c'est le combat contre un même illibéralisme de la politique française. Absolument. Et comment aujourd'hui faire face à deux types de problèmes qui sont, d'une part, bon, le capitalisme par définition, la crise étant, là, à mauvaise presse, on dit que les Français sont dans les populations mondiales les plus critiques ou ceux qui souhaiteraient se débarrasser du capitalisme. Mais en même temps, d'autres, alors d'un autre bord, à droite, disent mais le socialisme, il en est du mot socialisme, du concept, comme il en était du communisme il y a quelque temps. C'est-à-dire on ne voit plus très bien en quoi il peut rendre compte du futur ou permettre d'organiser le futur. Parce que tout ce qui est de l'ordre de la propriété sociale, qui est quand même le thème majeur d'aujourd'hui, comment retrouver, alors, sur le plan un intérêt commun, une école qui ne soit pas donc un espace public aux mains du privé. C'est exactement pareil pour le domaine des médias. C'est-à-dire qu'il est quand même curieux. On fait l'apologie en ce moment du Conseil national de la résistance. On a raison d'ailleurs. Mais enfin, l'idée d'un espace public aux mains de propriété privée, ce qui est quand même le grand progrès des 20 dernières années, va finir par poser quelques problèmes. On le voit déjà dans l'organisation de la démocratie, parce qu'il y a quelques principes à respecter. L'idée qu'il y ait des biens communs, j'entends par exemple tout le développement durable, il y avait des très belles réflexions déjà au 19e sur cette idée de ce qui ne peut pas être approprié de façon privée, l'eau, l'atmosphère, etc. Tout ça fait qu'il y a une actualité de la pensée socialiste profonde. Les gens ne sont pas du tout ultralibéraux. Et quand ils voient la réalité de l'ultralibéralisme, ils n'en veulent pas. Même, je dirais, pas seulement d'un point de vue des conséquences économiques ou sociales, mais d'un point de vue philosophique. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça que les gens ont envie de vivre leur vie précaire d'hommes et de femmes. On passe sur cette planète. Là, je dois dire que la dimension spirituelle de l'ultralibéralisme échappe quand même à beaucoup de gens, à juste titre. Bon. Donc, je crois que Merleau dit quelque chose qui est extrêmement touchant. C'était dans le fond un personnage assez tragique et antimoderne à sa façon. Mais il finit par dire quand même... Il pose ça comme question de survie politique. Il dit, si nous devons survivre, ce sera sur cette ligne-là. Elle n'est peut-être pas facile, mais c'est sur cette ligne-là d'un socialisme réformiste, évidemment, adapté. Bon. Donc je crois que ce qu'il dit pour le XXe siècle reste assez vrai pour le XXIe siècle, mais que nous avons là un effort, évidemment, d'action après, mais que nous avons d'abord un effort de pensée à faire, et en particulier de penser à gauche. C'est-à-dire que je pense que la refondation et la solution d'un certain nombre des problèmes français derrière, c'est à ça que sert la politique, elle passe d'ailleurs d'abord par un vrai travail intellectuel qui n'a pas été vraiment mené toutes ces dernières années. On n'a plus trop le temps, mais c'était le rôle des partis politiques, mais que les partis ne jouent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression que ce sont des machines à fabriquer des élus, et puis voilà, donc ils sont revivifiés ou relancés en perspective d'une élection, mais tout le travail, pédagogie, réflexion, etc. Aujourd'hui, d'ailleurs, on le laisse à des think tanks. Ça montre bien que Oui, dans le fond, je vais vous dire, quand je vois l'histoire, et d'ailleurs c'est ce qui est arrivé à Jaurès, qui, comme moi, est sans doute trop intéressé à son propre parti, c'est là qu'il a une certaine démission en 1905, parce qu'il est tellement toujours friand de l'action militante et de l'unité des socialistes qu'il se dit, je peux mettre un peu de côté ma philosophie, et ça nous a coûté cher dans l'histoire. Et donc le dialogue Péguy-Jaurès ne doit pas être interrompu, parce qu'il pose une vraie question entre mystique et politique. Mais pour ce qui nous concerne, je crois pas à l'intellectuel de parti. Je dis d'ailleurs, je finis le livre là-dessus, je crois qu'un journaliste, une infirmière, chacun, c'est ça qui est intéressant dans le modèle démocratique depuis la Grèce Socrate. C'est la politique ne doit pas appartenir d'abord aux politiques. Nous avons tous comme citoyens dans l'espace public notre responsabilité, à la fois d'intelligence et d'action. Et j'ai jamais pensé dans le fond, puis rien ne le confirmerait d'ailleurs au 19e, ceux qui nous font avancer c'est essentiellement les journaux, c'est la presse. Hein. Avant la constitution des partis politiques, c'est une presse qui était beaucoup d'opinion, mais c'est quand même la presse. Donc moi, le parti, oui, et le parti politique, il a une spécificité politique. C'est pas un lieu d'abord de réflexion, même s'il doit traduire des réflexions.
C'est la politique, et vous réfléchissez sur le politique. Avec vous. Merci en tout cas Vincent Peillon pour cet éloge du politique. Merci à vous. Merci. Éric Walter, bonjour. Jean-Marie Colombani, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le secrétaire général de l'Hadopi. Alors l'Hadopi, ça a été un objet dont la gestation a été compliquée, polémique. En gros, c'est quelque chose qui est chargé d'encourager la création, de faire respecter au fond les droits des auteurs et de brider la tendance naturelle de nos sociétés qui est la consommation culturelle gratuite. Donc on va peut-être d'abord vous demander de nous redéfinir à quoi sert l'Hadopi, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, merci de m'avoir invité. D'abord, l'Hadopi, ça veut dire la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Et le décor est planté avec le titre, en réalité. La haute autorité, depuis le mois de janvier, est présidée par Marie-Françoise Maret, magistrate à la Cour de cassation, et c'est elle qui m'a nommé. Et nous avons cette double mission générale, diffusion des œuvres, donc faire en sorte que la création, la culture soit très présente sur Internet, mais dans le respect du droit des auteurs, bien entendu, oui. Et protection des droits sur Internet, donc protection précisément du droit des auteurs, pour non pas ne pas consommer gratuitement. Il y a de la création gratuite sur Internet, c'est une bonne chose. Mais en tout cas, ne pas consommer de façon illicite, c'est-à-dire au mépris du droit des auteurs et de tous ceux qui contribuent à la chaîne de la création. Le droit d'auteur, c'est le droit pour l'auteur de dire qu'il veut que soit fait de son œuvre. S'il souhaite qu'elle soit diffusée de manière gratuite sur Internet, c'est son choix, on le respecte. S'il souhaite que ce soit diffusé de manière payante sur Internet, c'est son choix et on le respecte aussi. Voilà un petit peu ce que fait l'Hadopi. Alors, quand est-on dans l'illégalité? Et quand on est dans l'illégalité, comme ça, devant son ordinateur et son écran, que faites-vous? Alors, on est dans l'illégalité lorsqu'on accède à des œuvres sans que les auteurs, tous ceux à qui appartiennent ces œuvres, les producteurs et tous ceux qui ont contribué, et souhaiter qu'on puisse y accéder. Alors, une fois qu'on a téléchargement, c'est ce qu'on appelle le téléchargement pirate. C'est ce qu'on appelle de façon un peu simplifiée effectivement le téléchargement pirate. Il y a plusieurs méthodes techniques. L'une qui est largement connue parce que c'est la plus ancienne, le peer-to-peer, et il y en a beaucoup d'autres. Il ne faut pas criminaliser ces méthodes. C'est-à-dire que le peer-to-peer, comme toute technologie, est neutre. C'est l'usage qu'en font les personnes qui fait qu'elle sert à faire quelque chose dont on dira généralement que ça n'est pas bien et que c'est illégal. Alors comment on le sait? Eh bien on le sait généralement. On le sait parce que on sait bien que, si je fais référence au dernier film qui vient de sortir, beaucoup de gens savent très bien que ça n'est pas normal s'ils le trouvent sur Internet gratuitement. On va le voir à la télé dans plusieurs mois. Si on le trouve sur Internet au moment où il sort sur les écrans, évidemment on sait que c'est pas toujours aussi simple. Et c'est justement parce que ce n'est pas toujours aussi simple que dans la partie encouragement et diffusion des œuvres, le législateur a demandé à l'Hadopi de labelliser, de créer une sorte de label, de créer un label, pas une sorte de label, qui explique aux utilisateurs si oui ou non ce qui est le site, l'offre sur laquelle ils vont est légal ou illégal. Alors, à partir de là, si vous constatez que je télécharge irrégulièrement ou de façon illicite un film ou autre chose, une série ou de la musique, qu'est-ce que vous faites? Alors d'abord, ce n'est pas nous qui constatons, ce sont les propriétaires, ce qu'on appelle les ayants droit, les titulaires de droit. Ils font ces constatations. Ce sont eux qui vous saisissent. Exactement. C'est eux qui nous saisissent comme ils le font depuis 1957. Comme on saisit la justice, au fond. Bon, enfin, comme on saisit la justice. En tout cas, ils nous envoient les constats. Mais c'est effectivement, on peut tout à fait le dire comme ça, oui. Et nous vérifions ces constats. Sur la base de ces constats, nous demandons aux fournisseurs d'accès quelle est l'identité de la personne qui a fait l'objet du constat. Le fournisseur d'accès nous donne la réponse et nous nous adressons à cette personne en lui disant: une première fois, attention, il s'est passé quelque chose sur votre ligne Internet, a été constaté une circulation de fichiers d'œuvres sans l'accord du propriétaire. Ça, c'est la première étape. Et là, nous entrons dans le cycle dit de la réponse graduée. La deuxième étape, c'est si vous réapparaissez, donc il y a à nouveau un constat, à ce moment-là, on dit une deuxième fois. Vous récidivez. Vous récidivez, et
c'est même pas tant que vous récidivez. La première fois, on vous dit alerte. Oui. Et c'est la deuxième fois qui crée le point de départ. C'est ça. C'est vous êtes peut-être installé dans une pratique qui est une pratique exactement. que vous devez abandonner. Voilà, et on fait une sorte d'appel à la responsabilité en réalité. Oui. Et si définitivement là, il y a récidive et la personne réapparaît une troisième fois, à ce moment-là on lui dit attention, votre dossier, nous pouvons le transmettre au juge et lui pourra prendre des mesures. Là, on vous prive de votre Internet. C'est dans les mains du juge. Et ça ressort de l'ADOPI, c'est-à-dire que nous pouvons recevoir la personne, elle peut s'adresser à la Commission de la protection des droits, s'expliquer, et c'est la Commission de la protection des droits qui va prendre la décision de transmettre. Votre rôle est à la fois de filtrer et de faire la pédagogie nécessaire ou utile ou suffisante pour éviter la persistance de ces comportements. Exactement. Et l'objectif, ça n'est pas d'envoyer massivement des dépôts, des dépôts de dossiers au parquet. L'objectif, c'est vraiment que au fur et à mesure de cette procédure, l'internaute qui pratique le téléchargement illégal comprenne que ça atteint la création, comprenne qu'il y a des offres légales et donc change de comportement. Il est là l'objectif. Et c'est ce qu'on appelle de fait une politique dite pédagogique. Alors quand on regarde de l'extérieur comme ça, l'objet ADOPI, on voit que c'est au fond, d'abord c'est un objet alors très français, mais ça il vous appartient pas de commenter tout cela, mais on voit bien que vous êtes sous une double pression totalement contraire. Première pression, c'est l'impatience des politiques. Les politiques ont mis en place cet outil et ils sont impatients de le voir fonctionner. Donc à la limite, plus vous renvoyez de gens devant la justice, ou plus vous alertez, et plus on considérera que vous remplissez votre métier. Et puis de l'autre côté, lesquels politiques sont mus par évidemment les producteurs, les maisons de disques, etc. Et de l'autre côté, il y a les internautes, la masse des internautes, dont on voit bien que tout l'objectif est désormais de contourner. En tout cas, ceux qui ont pris l'habitude de consommer gratuitement vont être dans des comportements qui vont essayer de contourner l'ADOPI. Alors comment vous débrouillez-vous de l'une et de l'autre? Alors peut-être d'abord la pression politique. Je me souviens qu'il y a encore quelques semaines, c'était mais comment, quoi, il n'y a pas assez d'alerte ou de lettres envoyées aux internautes, que fait l'ADOPI, etc. Vous existiez depuis quelques semaines seulement. Mais justement, on explique qu'on existe depuis quelques semaines seulement. On a une énorme activité d'explication envers les élus, envers les professionnels. On est à leur entière disposition. Donc généralement, lorsqu'on voit sortir des informations dans la presse qui sont souvent erronées ou fondées sur, je ne dis pas que la presse se trompe, mais je dirais que ce sont des déclarations qui sont fondées sur une mauvaise connaissance de la réalité d'ADOPI. À ce moment-là, on prend l'initiative de contacter les personnes qui sont à l'origine de ça et on va les voir, on leur dit non, vous ne pouvez pas dire ça parce que notre point de vue c'est celui-ci et donc on explique. Vous l'avez dit très justement, Jean-Marie Colombani, il y a eu cette agitation autour de la quantité d'envoi de mails alors que nous venions de commencer. Ça n'avait aucun sens, ça n'était pas techniquement possible d'avoir des envois massifs quelques semaines après avoir commencé à travailler. Donc on l'a expliqué. Et généralement, on se trouve en face de personnes qui comprennent. Il y a une impatience. Il y a une réelle impatience. Néanmoins, ADOPI, système très français, je vous le concède, est une institution lourde à monter. Et comme toute institution, une institution ne sort pas d'un carton en 5 minutes. Une institution de la République, c'est quand même quelque chose d'assez construit. Donc il faut du temps, mais ce temps nous est donné. Le ministre de la Culture nous le donne, les élus auxquels l'on s'adresse et qui créent un dialogue avec nous, qui ouvrent un dialogue avec nous, nous le donnent. Les professionnels avec qui on dialogue nous le donnent. Donc c'est véritablement en passant énormément de temps explicatif. En vitesse de croisière, vous y serez quand? Et la vitesse de croisière, c'est quoi si on peut la quantifier, je ne sais pas. Non, on ne peut pas la quantifier. La vitesse de croisière, c'est lorsque les internautes qui pratiquent du téléchargement illégal se tourneront vers des pratiques légales. Elle est là, la vitesse de croisière. Alors, nous avons commencé avec, parce qu'il faut toujours des chiffres, et qui plus est, les gens adorent les chiffres, nous avons commencé avec un envoi de 2000 mails par jour. Et cela a totalisé 70 000 mails envoyés à la fin de l'année 2010. Et la Commission de la protection des droits, donc qui est l'organe
la commission ad hoc au sein de l'ADOPI, qui est presque indépendante au sein de l'ADOPI et qui gère toutes ces questions de données personnelles, a annoncé qu'elle avait un objectif de 10 000 mails par jour à la fin du premier semestre. On peut donc considérer qu'à la fin du premier semestre, c'est-à-dire en juin de cette année, nous serons en vitesse de croisière. Mais nous, ADOPI, nous ne considérons pas le nombre de mails envoyés par jour comme un indicateur valide de notre efficacité. Exactement, c'est pas du tout ça. Oui. Ce qui nous intéresse, et c'est pour ça qu'on a conduit une étude au tout début de l'envoi de la réponse graduée, c'est-à-dire en octobre, ce qui nous intéresse, c'est de voir l'évolution du comportement de l'internaute. On sait aujourd'hui qu'on a à peu près 49% d'internautes français qui disaient faire du téléchargement illicite au mois d'octobre. Nous verrons à rythme régulier, probablement tous les 6 mois, comment évolue cet indicateur-là. Et c'est ça qui est important. Le comportement de l'internaute pouvant être soit de se conformer à ce qu'il faut faire légalement parlant, c'est-à-dire quand il faut plutôt se diriger vers des sites payants, se diriger vers des sites payants, mais il peut être aussi de contourner la difficulté. Absolument. Et comment on l'apprécie ? Comment on le mesure? Est-ce que vous avez les moyens de mesurer cela? Alors, il y a 2 moyens de mesure classiques. Pardon. Le premier, c'est le quantitatif. C'est l'enquête quantitative. C'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on va refaire à rythme régulier pour avoir justement un suivi de tendance. Et le deuxième, après, classique aussi, ce sont des enquêtes dites qualitatives, avec à ce moment-là des entretiens plus serrés pour mieux comprendre quelle est l'évolution du comportement de l'internaute. Parce que vous avez tout à fait raison. Il peut aller dans un sens comme il peut aller dans l'autre. Et c'est aussi pour ça, pardon. Parce qu'il y a des sites qui sont spécialisés dans le contournement. Et dans le contournement, qui sont des sites situés, je ne sais plus, à Hong Kong, ou enfin peu importe d'ailleurs, le net étant planétaire. N'importe quel... Les sites dont vous parlez, qui sont des sites de téléchargement direct, utilisent une technologie d'hébergement de fichiers lourds que les internautes abonnés à ces sites peuvent partager. À nouveau, et c'est exactement la même chose que le peer-to-peer, ça n'est pas le site qui est spécialisé dans une pratique illicite, c'est la personne qui utilise, c'est l'internaute. Et c'est ça, c'est très fondamental l'Internet. Internet, c'est la connexion entre une multitude de personnes, c'est ce qu'on appelle le pair à pair au sens propre du terme, je suis votre pair. Et donc, le poids de la responsabilité, c'est naturellement déplacé sur la personne qui se connecte. À partir de ce moment-là, c'est effectivement elle qui choisit ce qu'elle fait avec telle ou telle technologie. La vocation de l'ADOPI, et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas limiter l'ADOPI à cette partie très visible que sont les envois de mails, la vocation de l'ADOPI, c'est d'emmener l'internaute vers une pratique responsable de l'Internet, et ça va bien au-delà de la protection du droit d'auteur de toute façon. Si nous voulons avoir un Internet qui fonctionne, si nous voulons avoir un Internet porteur d'avenir, nous devons grandir en responsabilité individuelle. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans le rôle de l'ADOPI, la partie pédagogie est évidemment la plus importante. En tout cas, c'est ce que je retiens de vos propos. Donc, ça veut dire de la patience par rapport à toutes celles et ceux qui voudraient vous voir aligner peut-être des chiffres de part et d'autre plus rapidement. Vous parliez de la pression des internautes, elle est exacte, il faut la relativiser. On va donc relativiser tout cela. Merci, merci beaucoup Eric Walter, donc secrétaire général de l'ADOPI. Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitaient retrouver les propos d'Eric Walter ou de Vincent Payon, qui était notre premier invité, rendez-vous évidemment à tout moment sur publicsénat.fr.